qu'on reprenne le fil de la journée. Donc, Pierre Druyet va finalement un petit peu prolonger ce qui a été abordé précédemment sur la question des blessures. Il est professeur de mathématiques appliquées à l'université de Clermont-Auvergne, au sein du laboratoire de mathématiques Blaise Pascal. Et en fait, il est plutôt spécialiste des modèles statistiques qui sont appliqués à la biologie et au sport, et là, en l'occurrence, à la détection des risques de blessures. Pierre, je te laisse la parole. Bonjour, tout d'abord, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Bon. Donc, je veux d'abord remercier Vincent Mugé de m'avoir invité à participer à cette journée. Donc, je vais vous présenter les problèmes de modélisation de risque de blessure chez les footballeurs professionnels. C'est un projet qui est né en partenariat entre le laboratoire de mathématiques Blaise Pascal. Excuse-moi, si tu peux passer en plein écran, peut-être, c'est plus agréable. D'accord, ouais. C'est mieux? Oui. Ok, très bien. Et donc, partenariat entre le laboratoire de mathématiques Blaise Pascal et la société IPA, donc, qui est spécialisée dans le data et le sport. Donc, l'objectif, ça a été de suivre une équipe de foot de Ligue 1 et de prédire avant chaque match le risque de blessure. Donc, ça a donné lieu à un projet de thèse, donc, et à une thèse qui a été faite par Mathieu Aubert, donc qui va bientôt soutenir, et qui a été financée par des fonds FEDER, donc des fonds région et Europe. L'objectif, il va être double. Il va être à la fois de modéliser donc, les risques de blessures musculaires sans contact, d'un point de vue donc, prévision, donc essayer de voir quels sont les joueurs à risque avant chaque match, et également d'analyser les facteurs de risque afin éventuellement de pouvoir monitorer les entraînements ou voir les matchs. Donc, on s'est appuyé donc, sur 4 saisons et en fait, on a fait tourner un algorithme à partir de la saison 2017-2018 qu'on a amélioré encore en 2019 et qu'on a encore amélioré donc à la fin de cette saison-là. Donc, ça, ce sont les bases données. Donc, vous voyez que on a relativement un nombre d'observations assez conséquent. Donc, une observation, c'est un joueur, un match. Alors, le problème qu'on a, c'est que le nombre de blessures, il n'est pas très élevé. Et donc, cela pose des problèmes de modélisation donc, de ces blessures-là. Donc, avec des modèles mathématiques classiques, mais également avec des modèles de machine learning. Donc, on va essayer de voir quels sont les remèdes pour compenser ce déséquilibre entre le fait qu'on ait peu de blessures et le fait qu'on ait donc beaucoup de non-blessures. Donc, le taux moyen donc, sur l'équipe de foot qu'on a suivi, c'est 4% à peu près de blessures, ce qui correspond dans la littérature à la moyenne des blessures sur une équipe de foot équivalente. Alors, donc, la modélisation, donc, comme je dis, le problème principal, c'est la faible proportion des blessures. Donc, ça va rendre la modélisation difficile. Donc, les modèles mathématiques classiques ont des faibles qualités prédictives. Et donc, on va introduire, en fait, pour améliorer ces modèles-là, des techniques de machine learning. Et donc, une remarque aussi, c'est que donc on va vraiment valider ces modèles-là d'un point de vue prédictif en conditions réelles. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tourner nos algorithmes et sur la dernière saison, en fait, avant chaque match, on prédit chaque joueur et on regarde ce qui s'est passé dans le match. Donc, on est vraiment en conditions réelles. On n'est pas, voilà, on regarde pas, on n'utilise pas le futur pour regarder le passé. On est vraiment dans les conditions d'utilisation. Et d'ailleurs, on a utilisé cet algorithme-là au moins pour les 2 dernières saisons, sachant que les algorithmes ont évolué au cours du temps. Alors, il y a autre difficulté, mais ça c'est un petit peu classique, c'est qu'il y a un caractère purement aléatoire de certaines blessures. Il y a des joueurs qui se blessent et vraiment on ne comprend absolument pas pourquoi, même les préparateurs sportifs ne comprennent pas toujours pourquoi. Voilà. Alors, donc pour les blessures, donc, il y a plusieurs facteurs de risque connus. Hein. Donc, vous avez des facteurs médicaux, d'antécédents, fatigue, risque, donc morphologie, etc. Vous avez la biologie. Alors, le sexe ici, comme c'est une équipe masculine, donc il n'y a pas de problème. Donc, ils sont tous logés à la même enseigne. Vous avez également l'âge, le poids, la taille. Également, donc, les conditions météo. Ça peut être une influence des chaussures, également un type de compétition, de match. Et donc, les charges de travail, temps de jeu, etc. Donc, qui sont vraiment les activités des joueurs. Alors, pour les aspects biologiques, nous, en fait, on va se concentrer sur les joueurs individuellement. Donc,
On va avoir un effet joueur, donc on va aller à un niveau un petit peu plus fin, c'est qu'on va directement aller au niveau du joueur, donc on va parler tellement l'âge, le poids, mais on va s'intéresser aux joueurs qu'on va rentrer dans le modèle. Et on va surtout s'intéresser à tout ce qui est donc travail, autrement dit charge de travail, à la fois en entraînement et en match, pour essayer de prédire un niveau de risque de blessure. Donc, on va également essayer d'incorporer quelques données GPS, mais comme je vous l'ai dit en introduction, on a quand même peu de blessures, donc on ne peut pas utiliser trop de variables, donc il va falloir essayer de limiter ces variables-là aux variables qui sont supposées être prédictives donc des blessures. Alors, donc les variables utilisées, donc, ça va être le joueur lui-même, puisqu'on essaie quand même de prédire sur les joueurs, et on sait qu'il y a une forte variabilité d'un joueur à l'autre. Donc, on va introduire cette variable dans le modèle. Mais également, on a charge de travail, donc c'est match plus entraînement, cumulé sur les 21 jours précédents. Alors, ça va être un score qui va être donné par le préparateur sportif, donc qui, grosso modo, un temps de travail multiplié par une intensité. Voilà. Donc, ça, c'est une variable qui nous est fournie par les préparateurs sportifs de l'équipe. Également, on va récupérer le temps de jeu en match cumulé sur les 21 jours précédents. Le temps de récupération depuis le dernier match. On a également un indicateur de récidive, donc c'est le rapport entre le nombre de jours d'invalidité causés par blessure sur le nombre de jours disponibles. Donc ça, c'est les données, je dirais, correspondant à l'activité du joueur. Et on a également intégré des données GPS, donc à l'entraînement, qui sont des ratios d'accélération. Donc, rapport entre le nombre d'accélérations effectuées 7 jours précédents par rapport aux 21 jours précédents. Pareil pour la décélération et donc une vitesse moyenne, pareil, qui est un ratio sur les jours précédents par rapport aux 21 jours précédents. Et donc, c'est les variables qui sont dans la littérature connues pour être relativement prédictives du risque de blessure. Alors maintenant, donc, il va falloir créer un modèle. Alors, en fait, on a testé énormément de choses. Donc, ça va des méthodes classiques de régression logistique, du SVM, donc support vecteur machine ou arbre corrélatoire. Donc, SVM et arbre corrélatoire, ce sont des techniques de machine learning pure et dure. Et donc, des réseaux de neurones qui sont plus IA. Alors, le problème qu'on a, qui est un vrai problème de modélisation, c'est que, comme on a peu de blessures, tous ces modèles-là auront tendance à prédire plutôt des joueurs non blessés, alors que voilà, ils peuvent être à risque. Et donc, il faut compenser ce déséquilibre sur notre jeu de données, autrement dit, le fait qu'on ait peu de blessures comparées aux non-blessures, pour essayer d'avoir des modèles qui se calibrent correctement. Et donc, on a utilisé les techniques de rééquilibrage de données, qui sont des techniques donc, de rééchantillonnage. Alors, c'est les techniques donc, qui permettent donc, de rééquilibrer artificiellement les données entre les blessures et les non-blessures. Alors, il y a deux techniques classiques. Hein. La première, c'est de faire de l'undersampling, c'est-à-dire on va enlever aléatoirement dans la base de données des non-blessures. Et l'oversampling, on va dupliquer aléatoirement les blessures. Et donc, en fait, on peut éventuellement faire un mix des deux. Donc, l'objectif ici, c'est de rééquilibrer entre les blessures et les non-blessures pour essayer d'avoir un modèle qui se calibre relativement correctement. Alors, le problème quand on fait ça, c'est que, comme on fait des suppressions ou des duplications aléatoires, on va rajouter de l'aléatoire dans le modèle. Alors, pour compenser cet effet-là, on va en fait réitérer plusieurs fois l'opération, donc créer plusieurs jeux de données différents avec ces méthodes d'under et d'oversampling. Et ensuite, on va agréger les résultats. Autrement dit, pour chaque base de données, on aura donc une prévision. Et après, on va moyenner ces prévisions pour avoir une prévision finale. Donc, c'est ce qu'on appelle l'agrégation de modèle. C'est l'équivalent du bagging classique, donc qui permet comme ça de stabiliser un petit peu les modèles et enlever l'aléatoire dû à ces méthodes de rééchantillonnage. Voilà. Et donc, on a testé tout ça. Alors, le modèle retenu, c'est un peu à notre grande surprise que c'est la régression logistique qui a fonctionné le mieux, contrairement aux autres. Alors, en SVM, on a réussi à égaler à peu près en qualité prédictive la régression logistique, mais il a fallu beaucoup travailler parce qu'en SVM, il y a beaucoup de paramètres à ajuster, donc ça a été un petit peu compliqué, mais on y est quand même arrivé. La régression logistique, c'est quand même une vieille méthode qui, donc, a l'avantage relativement simple, avoir peu de paramètres à calibrer au départ.
et donc qui est relativement stable et robuste. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle marche relativement bien, c'est qu'elle est assez robuste. Mais par contre, utilisée toute seule, elle ne va pas bien marcher, donc elle aura des qualités prédictives assez faibles. Et c'est pour ça que donc, on a utilisé ces fameuses techniques de réchantillonnage. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre base de données. Donc, chaque fois, avant chaque match, évidemment, donc on prend tout le passé accessible et on va faire donc de l'undersampling à 50%. Autrement dit, on va enlever la moitié des non-blessures dans la base de données. Et après, on va faire de l'oversampling, c'est-à-dire qu'on va dupliquer les blessures pour arriver à du 1 pour 1, autrement dit, une blessure pour une non-blessure. Et on va faire ça 20 fois. Donc, on va faire 20 modèles différents et on va agréger les modèles, donc, encore une fois, pour stabiliser. Donc, ça, c'est le modèle qu'on a retenu pour les prévisions de blessures. Et donc, alors, pour regarder la qualité prédictive d'un modèle, le plus efficace, c'est de regarder la courbe ROC. Donc, c'est la courbe qui donne la qualité prédictive. Alors, plus elle est éloignée de la diagonale rouge, et meilleur sera le modèle. Donc, ici, on voit que, alors, sans être excellent, parce qu'il y a toujours une part d'aléatoire dans les blessures qui est absolument incontrôlable, donc on ne sera jamais parfait, mais on voit quand même qu'on a une qualité prédictive qui est relativement bonne, et on a un AUC de 0,80 qui est quand même relativement correct pour donc, un modèle prédictif. Alors, ce qu'on donne à l'arrivée, avant le match au coach, au préparateur sportif, c'est pas est-ce que le joueur va se blesser ou pas se blesser. On va juste donner un niveau de risque de blessure uniquement. Donc, on n'a pas, enfin, on ne va pas donc donner la prédiction est-ce qu'il y aura une blessure ou pas une blessure. Et si quand même on voulait faire ça, à ce moment-là, on prendrait le point qui est le meilleur point possible. Ici, alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc, excusez-moi. Vous avez le point donc 0,81 et puis 0,22 qui est le meilleur point, autrement dit le point le plus proche du point 0,1, qui correspondrait si on voulait transformer notre prédicteur en classifieur, autrement dit dire le joueur va se blesser ou pas se blesser. Donc, à ce moment-là, on arriverait à une sensibilité de 80%, autrement dit, ça veut dire 80% des blessures seraient prédites comme étant des blessures, et en spécificité 0,78, autrement dit, 78% des non-blessures auraient été prédites non-blessures. Ce qui est quand même, encore une fois, relativement intéressant, et même, je dirais, pas ce qu'inespéré, on ne pensait pas arriver à ce résultat-là quand on a commencé la modélisation, surtout qu'on avait commencé avec des modèles relativement simples, et c'est vraiment grâce à cette technique de machine learning qu'on a pu améliorer la qualité prédictive et arriver à ces performances qui sont relativement correctes. Alors, voilà quelques exemples. Donc, vous avez ici un graphique pour un joueur. Et donc, avant chaque match, donc, on donne un niveau de risque de blessure. C'est la courbe que vous avez en bleu. Et en rouge, vous avez les blessures observées. Donc là, on voit que, ben, par exemple, la première blessure, donc ici, à ce niveau-là, je ne sais pas si, est-ce que vous voyez ma souris ou... Oui, on la voit. Okay, d'accord, merci. Donc, vous voyez ici, donc, ben, ça, c'est typiquement un risque relativement élevé qu'on n'a pas reçu. Alors qu'ici, donc, on avait bien vu la blessure ici, donc on voit un peu le côté aléatoire. Alors ici, c'est une blessure qu'on a loupée. Je sais, c'est peut-être pas pour celle-là, mais il y en a une où c'est pareil, on avait un niveau de risque qui était très très bas et le joueur s'est blessé, on était assez gênés. Et on a demandé donc aux préparateurs sportifs ce qui s'était passé. Et ils ont dit non, mais en fait c'est normal, il avait une rage dedans et c'est connu pour être prédictif des blessures, donc d'accroître le risque de blessure. Donc pour lui c'était normal, sauf que nous on n'avait pas l'information et donc on avait un risque de blessure qui était très bas, alors qu'en fait le joueur s'était blessé. Et là vous avez ici une blessure avec un fort risque, effectivement le joueur s'est blessé. Et vous voyez qu'il y a un risque très élevé ici. Donc, effectivement, logiquement, il n'aurait pas dû faire jouer le joueur, mais bon, le coach, c'est lui qui prend la décision, donc il a fait jouer. Et le joueur est sorti au bout de 10 minutes de match sur blessure. Donc, voilà d'autres exemples de profils de joueurs. Donc, vous voyez, le premier, c'est un joueur qui se blesse relativement souvent.
Et on arrive quand même à prédire assez bien les blessures sur des pics. Alors, ça ne marche pas toujours, hein, mais on y arrive quand même assez bien. Donc ici, pareil, on a réussi à prédire une blessure, bon, sauf qu'on a un petit peu raté le moment où voilà, on avait prédit un petit peu après. Donc, alors, vous avez ici un exemple intéressant, c'est un joueur qui se blesse très très peu. Et donc là, effectivement, quand le joueur se blesse très peu, c'est très dur pour les algorithmes de se calibrer sur le joueur. Donc là, donc, il y a un risque de blessure qui est relativement faible, mais il s'est quand même blessé. Alors même si le risque est plus élevé qu'ailleurs, il était quand même relativement faible. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté de ces algorithmes-là, c'est vraiment de prédire la première blessure d'un joueur ou un joueur qui se blesse vraiment très très peu souvent, de prédire ses blessures. Et sur le dernier, vous voyez que c'est un joueur qui se blesse aussi relativement régulièrement, et on arrive à peu près à capter les moments où il va se blesser, bon, sauf il y a une fois où ça n'a pas trop marché. Voilà. Donc c'est un algorithme qui marche à peu près bien, qui est sûrement perfectible, mais en compte tenu du peu de blessures qu'on a à disposition, donc on arrive quand même à prédire relativement bien les blessures. Alors, une remarque sur cette première partie, c'est qu'on a quand même une relativement bonne qualité prédictive du modèle, malgré le caractère aléatoire des blessures. Voilà. Donc, par rapport au modèle classique, sans ces méthodes de machine learning, on a amélioré 18% en AUC, ce qui est quand même beaucoup, puisque un mauvais classifieur, il aura déjà un AUC de 0,5, donc déjà, si on améliore 18%, c'est quand même bien. Et donc là, c'est amélioré par rapport à des modèles de régression logique classique ou de SVM classique sans oversampling. Et on a amélioré 25% si on n'incorpore pas le joueur dans le modèle. Donc, on voit bien ici qu'il est essentiel d'incorporer le joueur dans le modèle, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on prenne en compte les spécificités du joueur. Sinon, on a une espèce de moyenne par joueur, mais qui n'est pas du tout représentative du joueur lui-même. Alors, une remarque aussi, c'est que comme notre algorithme fonctionnait, même si ce n'était pas l'optimum qu'on a trouvé ici, c'est des algorithmes avec des méthodes d'oversampling et undersampling qui n'étaient pas tout à fait les mêmes parce qu'elles n'étaient pas encore totalement calibrées. Mais du coup, et comme les préparateurs sportifs se servent de nos résultats, donc qui sont diffusés plusieurs fois par semaine pour ajuster éventuellement l'entraînement ou pour décider une feuille de match, etc., nos performances sont sûrement sous-évaluées puisque un joueur, par exemple, prédit positif, les préparateurs sportifs vont tout faire pour essayer de diminuer la pression sur le joueur, soit pour qu'il puisse jouer, soit pour écourter son temps de jeu éventuellement. Et donc, on aimerait bien effectivement qu'un joueur est évalué très élevé, qu'il joue, pour qu'on voit vraiment qu'il se blesse. Mais bon, ce n'est pas forcément l'objectif du coach. Et donc également, comme je l'ai mentionné, il y a une difficulté aussi à prédire la première blessure d'un joueur, puisqu'effectivement, du coup, s'il ne se blesse jamais, on n'a pas vraiment moyen d'apprendre sur ce jour-là. Enfin, on apprend qu'il ne se blesse pas, et donc du coup, pour sa première blessure, on aura un petit peu de difficulté à la prédire. Et donc, et par là même, s'il y a un nouveau joueur qui rentre dans l'équipe, au début, on ne le prédit pas parce que, comme il y a un fort effet joueur, on pourrait le prédire par les autres joueurs, mais ce n'est pas forcément très, très utile. Donc, on estime à peu près à 2-3 mois le temps nécessaire pour que l'algorithme arrive à s'auto-calibrer sur ce joueur-là. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Donc, c'était vraiment concrètement essayer de prédire, d'avoir un niveau de risque du joueur avant chaque match pour aider à la fois les préparateurs sportifs et le coach dans la prise de décision. Bien évidemment, ils n'en tiennent compte que très partiellement, hein, mais c'est un petit peu des voyants rouges qui peuvent s'allumer à droite, à gauche. Et à ce moment-là, ils vont s'interroger pour savoir pourquoi est-ce que ce joueur est dans le rouge et donc voir s'il y a moyen d'adapter et de faire diminuer un petit peu cet indice-là pour ce joueur. Alors, par contre, donc, du fait qu'on a utilisé des méthodes de machine learning, donc, notamment de rééchantillonnage, fait qu'on a perdu le côté explicatif du modèle. Et donc, on a voulu aussi savoir quelle était la part de chacune des variables dans la prévision des blessures. Et donc là, on a changé un petit peu de tactique. On a utilisé des réseaux de neurones. Donc, l'objectif, c'est d'identifier l'impact des variables sur les blessures. Donc, l'avantage des réseaux de neurones, c'est qu'on a plus de souplesse dans la modélisation.
Parce que si vous faites une régression logistique, même si vous faites après des techniques de machine learning par-dessus, vous avez quand même contraint votre modèle au départ. L'avantage des réseaux de neurones, c'est qu'ils sont relativement souples d'utilisation. Le risque, c'est la contrepartie, c'est d'avoir un surapprentissage. Et donc, il y a aussi le côté boîte noire, c'est-à-dire qu'un réseau de neurones, c'est une boîte noire. Mais heureusement, maintenant, on sait faire parler ces boîtes noires. Grâce à des techniques d'analyse de sensibilité, notamment les indices de Sobol, dont je parlais tout à l'heure, on peut arriver à savoir dans les inputs quelles sont les variables qui vont influencer, comment sont les interactions, etc. Donc, on peut essayer de voir ce qui se passe dans la boîte noire. Alors, on ne va pas interpréter les poids dans les réseaux de neurones, ça, effectivement, ça, c'est très dur à interpréter, mais par contre, on peut vraiment, grâce à une sensibilité, voir ce qui se passe. Alors, l'inconvénient des réseaux de neurones aussi, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres à calibrer et que souvent, il faut beaucoup d'observations pour donc avoir un réseau de neurones qui est bien appris sur les données. Alors, on a quand même beaucoup de données, mais on a peu de blessures, donc du coup, on a peu d'observations, peu d'observations donc de blessures. Et donc, on a quand même essayé de construire un réseau de neurones, donc on a essayé de voir le meilleur réseau de neurones qu'on pouvait faire en qualité prédictive. Donc, le meilleur qu'on puisse faire et qui prédisait au mieux les blessures. Et donc, évidemment, ça demande énormément d'essais, donc avec des succès et échecs, donc, parce qu'il faut choisir le nombre de couches, le nombre de neurones par couche, fonction d'activation, et c'est le nombre de fois où l'algorithme doit passer, etc. Les fonctions également d'activation pour la dernière couche. Donc, ce qu'on a retenu, nous, c'est un réseau de neurones à 3 couches intermédiaires. Alors, je crois que c'est 30 neurones pour les 2 premières couches et 10 neurones pour la couche d'après. Et donc, avec une couche assortie avec un seul neurone et une fonction d'activation, donc la fonction sigmoïde. Sigmoïde parce qu'en fait, elle fait référence aux régressions logistiques. Donc, c'est intéressant, ça nous donne une espèce de probabilité également, ou moins de score de blessure. Donc, on va récupérer ce score de blessure pour challenger avec ce qu'on avait obtenu avec la régression logistique et donc les méthodes de rééchantillonnage. Alors, donc le réseau de neurones qu'on a obtenu, ses qualités prédictives sont un petit peu moins bonnes, parce qu'on a un AUC, donc une aire sous la courbe, donc de 0,77 au lieu de 0,80, donc on est un petit peu moins bon, mais on est quand même tout à fait raisonnable en termes de prédiction. Et donc l'idée maintenant, ça va être de faire parler cette boîte noire qui est le réseau de neurones. Et donc, il y a des techniques qui existent, qu'on appelle les indices de Sobol. Et donc, d'abord, il y a plusieurs types d'indices de Sobol. Donc, d'abord, les indices totaux, ça vous dit l'apport d'une variable, donc un pourcentage de la variance expliquée, l'apport d'une variable dans le modèle. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe si je mets la variable ou si je l'enlève. Donc, qu'est-ce que je perds en pourcentage de variance expliquée. Donc, vous avez, on voit ce qui ressort en effets principaux, enfin, au moins les effets prépondérants, ce sont la charge et les joueurs, également l'indice de récidive, donc le temps de récupération, le temps joué. Les données GPS, on voit qu'elles ont très peu d'influence, mais si on les enlève du modèle, on détériore un petit peu le modèle. Donc, du coup, on les avait gardés quand même dans le modèle. Et donc là, ça nous donne un petit peu l'idée de l'importance relative des variables. Alors, si on fait la somme, on voit qu'on est à plus de 100%, ce qui est normal parce que là, c'est l'indice d'une variable, mais en fait, il y a à la fois l'indice propre de la variable, mais aussi ses interactions. Par exemple, si je prends l'interaction, la charge avec le joueur, cette interaction-là va apparaître à la fois dans la charge et dans le joueur. Et on verra après que c'est une donnée importante, cette interaction-là, d'accord ? Donc, elle est comptée 2 fois. Et pareil, les interactions de triple sont comptées 3 fois, etc., etc. Mais donc, ça nous permet déjà d'avoir un premier panorama, de savoir quelles sont les variables les plus influentes globalement sur le modèle. Après, on a les indices ordre 1, donc c'est l'apport propre d'une variable, autrement dit, en termes d'additivité. C'est-à-dire que l'apport qu'elle a en commun avec, donc par rapport à toutes les autres variables. Autrement dit, c'est le côté additif de la variable. Et donc là, on voit que le joueur, toujours pareil, il est extrêmement, un effet extrêmement important. La charge également, d'accord, et on voit également le temps de récupération. Alors, maintenant, ce qu'on aimerait, alors je reviens un petit peu en arrière, c'est donc sur mon indice de Sobol,
c'est de voir quelle est la part propre, donc ça on l'a vu juste après, mais également quelle est la part des interactions avec les autres variables. Autrement dit, quelles sont les variables qui vont interagir entre elles pour expliquer le risque de blessure. Donc là, on l'a fait pour le joueur. Donc pour la variable joueur, on voit qu'on a l'ordre 1, autrement dit l'effet propre, hein, c'est celui qu'on a vu dans le tableau précédent ici. Donc on était à 0,17. Alors là, c'est un pourcentage, donc ce n'est pas en valeur absolue. Donc vous avez 28%. Autrement dit, il y a un effet propre du joueur. Autrement dit, un joueur qui va se blesser facilement ou un joueur qui va se blesser moins facilement. Donc c'est l'effet propre du joueur. Donc ça compte pour à peu près, on va dire, un quart, 28%, donc, de l'effet joueur. Et on voit qu'en fait, essentiellement, la part la plus importante, c'est l'interaction avec la charge de travail. Autrement dit, ça veut dire qu'on ne peut pas tenir compte que du joueur pour prédire, mais il faut tenir compte aussi de sa charge de travail qui va dépendre du joueur. Donc ça, on le verra un petit peu après, on verra des profils. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment tenir compte des deux en même temps. On ne peut pas simplement tenir compte de l'effet joueur, mais il faut tenir compte de la charge de travail. Également, on voit que le temps de récupération intervient, mais dans une proportion beaucoup moindre. Et donc, également, donc, des données GPS, donc vitesse moyenne, décélération, qui interviennent, mais relativement modestement. Et les indices d'ordre supérieur à d'autres, on dit 3 et au-delà, c'est à peu près 10%. Donc, et comme c'est assez compliqué à analyser après, on peut considérer qu'elles sont quasiment négligeables. Donc, ce qu'on voit, c'est que surtout, ça va se jouer entre le joueur et la charge de travail, mais surtout entre l'interaction, dans l'interaction entre les deux. Donc, ça, c'est pour l'effet joueur. Donc, on a fait la même chose pour les charges. Donc, on a essayé de décomposer l'influence de la variable charge, donc globalement sur le modèle, dans ces différentes parties. Donc, déjà, on peut dire que l'interaction dans notre là est quasiment négligeable, donc est quasiment égale à 0, donc on ne l'a pas mise. Et donc, vous voyez que la charge de travail en elle-même, c'est 12% en valeur relative. Autrement dit, la part explicative de la charge de travail toute seule n'est pas suffisante pour prédire une blessure. Et on voit qu'en fait, elle se joue avec le joueur, si je peux dire. Donc, en fait, on voit qu'il y a une forte interaction. Autrement dit, ça veut dire que l'effet de la charge de travail va vraiment être individualisé, donc spécifique au joueur. C'est ce que veut dire ce graphique-là. Mais également, elle doit être mise, pour expliquer l'influence de la charge de travail, elle doit être mise en regard également avec d'autres variables comme l'indice de rechute, le temps joué, donc le temps passé en match, et également d'autres variables. Donc on voit que pour la charge de travail, c'est assez dispersé. Bon, il y a un fort effet interaction avec le joueur, et sinon c'est relativement dispersé sur les autres variables. Voilà. Donc là, ça nous permet de voir que finalement, on a vraiment intérêt à individualiser la charge de travail par rapport au joueur, mais aussi à la mettre en regard avec les autres variables, par exemple le temps de jeu, donc en match sur les 21 derniers jours, qui nous permettra éventuellement de mieux calibrer quelle charge de travail serait optimale pour diminuer l'indice de blessure des joueurs. Et donc, l'avantage de neurones aussi, c'est qu'on peut avoir donc, un profil, par exemple, l'influence de la charge sur un joueur. Donc ici, j'ai pris le joueur 1, un peu au hasard. Alors, vous avez la courbe en trait plein qui correspond à 90% des observations. Et en pointillé, c'est ce qui correspond, et si on ne le voit pas très bien ici, mais également il y a des petits tirés, ça correspond à peu près à 10% des observations. Donc, on estime que dans cette zone-là, donc pointillé et tiré, bon, c'est vraiment de l'extrapolation de modèle. On n'est vraiment pas fiable dans ce qu'on raconte. Par contre, dans la partie très plein, on voit clairement que la charge de travail, donc si elle est trop faible, ça augmente le risque de blessure. Il y a une espèce d'optimum ici, et après ça remonte, c'est que si la charge de travail augmente trop, à ce moment-là, donc ça va augmenter le risque de blessure. Donc il faut essayer de trouver un petit peu la bonne zone en fait pour chaque joueur. Et donc là, j'ai superposé plusieurs joueurs. Donc vous voyez que ça dépend des joueurs. Par exemple, typiquement ici, le joueur jaune, il aura besoin d'une charge de travail qui sera plus faible pour être à son optimum donc, de blessure. Alors que les trois autres sont à peu près dans la même zone de travail, autrement dit à peu près entre 3000 et 4000, plutôt entre 3005 et 4000 à peu près. Voilà. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que finalement, les réseaux de neurones, de par leur souplesse, nous permettent d'avoir des choses, disons, assez intéressantes parce qu'on
Contrairement à ce qu'on faisait donc, avant tout ce qui est IA et machine learning, c'est qu'en fait, on prenait un modèle, qu'on contraignait nos données à rentrer dans notre modèle, alors qu'avec les réseaux de neurones, on va contraindre, donc on va laisser une grosse liberté à notre modélisation par rapport aux données. Par contre, c'est a posteriori, donc grâce à cette analyse de sensibilité, qu'on va essayer de voir donc l'influence des variables. Et donc, on va essayer de reconstruire un modèle plus simple grâce à ces indices de Sobot. Alors là, alors je ne l'ai pas dit, j'avais dit ici, c'est que les autres variables, donc ces deux variables-là, ont été mis à un niveau médian. Mais évidemment, on pourrait par exemple choisir certains niveaux des autres variables, donc les mettre à un certain niveau et avoir ce profil-là en modifiant les niveaux des autres variables. Donc on pourrait vraiment adapter vraiment ce profil-là et voir par exemple si j'avais un niveau de récidive élevé, quelle serait l'influence sur ma courbe. Effectivement, c'est un travail qu'on peut faire spécifiquement, je dirais, et à la demande, c'est-à-dire que par rapport à un profil de joueur, vu ses antécédents, par exemple sur les 21 derniers jours, voir quelle serait un petit peu sa charge de travail optimale dans les 2-3 jours d'entraînement qui vont suivre avant le match, pour essayer de faire diminuer cet indice de blessure. Donc voilà, on a quand même une relative souplesse. Alors, ce qui nous manque à l'heure actuelle, on est en train d'y travailler, ce serait avoir le niveau d'incertitude. Donc là, on a fait quelque chose en mettant des pointillés pour bien montrer les endroits où vraiment, là, on est dans l'incertitude totale parce que c'est l'extrapolation de modèles, donc il faut vraiment se méfier. Et les endroits où on est à peu près sûr parce qu'on a concentré nos observations. Après, le problème, c'est que vu le peu d'observations, notamment de blessures que l'on a, c'est difficile de quantifier, d'avoir une espèce d'intervalle de confiance des courbes. On est en train d'y travailler dessus, mais bon, ce n'est pas encore abouti. Voilà, donc pour conclure cet exposé, donc on voit bien ici qu'il y a une nécessité d'analyser le risque donc, au niveau du joueur, mais bon, ça on le savait, c'est le propre du sport, c'est qu'il y a vraiment un effet joueur ou athlète ou sportif qui est vraiment extrêmement important. Et donc, il y a vraiment nécessité que les algorithmes soient adaptatifs par rapport aux effets joueurs. On voit qu'il y a une interaction entre les variables, donc ça peut rendre complexe le monitoring, notamment par rapport à la charge de travail, par rapport au nombre d'accélération, etc. Donc, ça peut, voilà, il faut jouer sur plusieurs variables en même temps, mais les graphiques qu'on a vus peuvent nous aider à monitorer le joueur, donc en faisant ces profils-là et en ajustant par rapport aux différentes variables. Donc, ça peut être aussi un outil intéressant. Et enfin, ça c'est le souhait de tout statisticien, c'est d'avoir davantage de données, par exemple d'avoir plusieurs équipes de foot ou d'avoir voilà, énormément de sportifs pour pouvoir avoir des modèles mieux calibrés. Et on pense d'ailleurs que les réseaux de neurones, si on avait beaucoup plus de données, seraient plus performants que les modèles qu'on a utilisés, qui sont donc, notamment la gestion logistique avec une surcouche de machine learning, qui sont des modèles relativement simples, mais du coup, ils sont simples aussi un petit peu robustes pour la prédiction, ce qui fait leur intérêt. Et en réseau de neurones, effectivement, si on arrivait à avoir plus de données pour faire apprendre les réseaux de neurones, probablement qu'on arriverait à surpasser ce qu'on a obtenu avec la régression logistique et le machine learning. Voilà, j'ai terminé un petit peu le travail. Donc, je répète, donc c'était un travail de thèse, la thèse de Mathieu Berthe. Donc, je vous remercie de votre attention, mais si vous avez des questions. Merci infiniment, Pierre, pour la clarté de l'exposé. C'est extrêmement intéressant. On va passer maintenant à la séance des questions. Donc, les collègues qui souhaitent interroger Pierre sur ce travail de thèse. Vincent. Oui, j'en avais une parce que c'est peut-être quelque chose qui m'a échappé. C'est qu'en fait, quand on parle de blessures, là, ce sont des blessures qui sont, comment dire, isolées. C'est-à-dire que c'est la tête qui se blesse tout seul ou c'est oui, ça peut être provoqué. Oui, tout à fait. J'ai oublié de le dire clairement. C'est des blessures musculaires sans contact. Il faut être clair. Donc, c'est le joueur qui se blesse tout seul. Évidemment, un contact, on ne peut pas la prédire. Donc, celles-là, elles sont exclues de l'analyse. C'est vraiment une blessure sans contact. Oui, mais alors du coup, pour prolonger, c'est un petit peu la suite de la question. Est-ce qu'il y a moyen ou est-ce que vous avez commencé à réfléchir à la possibilité de prévoir le risque finalement que s'il y avait des contacts, parce que quelque part, il peut ne pas y avoir de blessure tant que tout va bien, et puis à un moment donné, le risque de devenir plus important parce que précisément, il peut y avoir un contact ou qu'on va être dans des situations avec des contraintes plus fortes.
Alors, il y a deux aspects. Donc, d'abord, effectivement, s'il y a une blessure avec contact, donc celle-là, elle ne sera pas prédite. Par contre, ça va engendrer une indisponibilité du joueur, donc son risque de blessure par la suite va augmenter. S'il y a une blessure avec contact, ça va faire augmenter pendant un certain temps son risque de blessure sans contact par la suite. Après, est-ce qu'on est capable de dire, donc s'il y a un contact, le risque de blessure du joueur, effectivement, à l'heure actuelle, on n'a pas essayé de modéliser ce truc-là, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'aléatoires, ça dépend tellement du contact, de la forme du contact, que ça va être extrêmement difficile. Mais effectivement, c'est une question qui est très intéressante. Effectivement, ça pourrait être un sujet d'étude, effectivement. Oui, tout à fait. En fait, juste avant, parce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question. En fait, pourquoi je pensais à ça, c'est parce que dans certains sports, c'est peut-être plus difficile dans le foot ou dans des sports de ce type-là, mais dans des sports, je dirais, finalement individuels, je pense en particulier au ski, on pourrait imaginer qu'en fonction de la pente, en fonction des caractéristiques de la neige, etc., pour un même athlète, le risque puisse augmenter selon les contraintes auxquelles il va être soumis, parce que la vitesse ne sera pas les mêmes, parce que les forces dans les courbes ne sont pas forcément les mêmes, etc. Alors tout à fait, effectivement, on peut, toujours pareil, à condition d'avoir suffisamment de données, introduire des variables supplémentaires, même pour le foot, et ce serait par exemple le type de terrain, un terrain plutôt lourd ou plutôt sec. Et effectivement, typiquement pour des skieurs, ça serait le type de pente ou voilà, on peut incorporer ce type de variable dans le modèle, il n'y a aucun problème pour ça. Ce qu'il faut, c'est avoir suffisamment de données pour vraiment apprendre. Effectivement, les blessures, heureusement, sont relativement rares. Heureusement, pas toujours d'ailleurs, mais elles sont relativement rares. Donc, c'est vrai que du coup, c'est un petit peu dur de calibrer les modèles. Mais effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Effectivement, c'est adapté un petit peu au futur, autrement dit, au type de match qui va arriver. Ça peut être aussi en fonction des équipes adverses. Donc, il y a aussi beaucoup de possibilités. Alors, on y a réfléchi, mais effectivement, c'est quand même assez difficile. Parce que, donc, encore une fois, on n'a quand même pas suffisamment de données. Par exemple, vous avez deux équipes qui vont se rencontrer 2 fois dans une saison, donc ce n'est pas suffisant vraiment pour apprendre. Voilà, donc, c'est compliqué, mais effectivement, c'est tout à fait possible. Merci Pierre. Brigitte Gélin avait une question. Oui, merci beaucoup Pierre pour cet exposé très intéressant. Je voulais te poser une question par rapport à ta diapo 17 où tu parles de faire la moyenne des résultats. 7, pardon, diapo 7, excuse-moi. Voilà, et je voulais savoir si tu avais fait une moyenne simple des probabilités prédites ou est-ce que tu avais essayé autre chose comme par exemple du stacking par régression PLS sur les probas prédites comme régresseur. Alors là, effectivement, on a fait, donc pour chaque modèle, pour chaque jeu de données, puisqu'en fait, c'est le jeu de données au départ qui bouge, puisqu'en fait, on fait cette technique de rééchantillonnage. À chaque fois, on a donc un score de prédiction et on fait la moyenne des scores. Effectivement, on n'a pas essayé derrière de faire une régression de PLS. Alors, on a essayé une variante aussi, c'est de moyenner non pas les probabilités de sortie, mais les logits, mais ça ne changeait pas grand-chose. Mais effectivement, ça peut être intéressant d'avoir d'autres techniques. Hein, donc, celles que tu as proposées, ça vaut le coup de les regarder. Oui, tout à fait. Okay. Si je peux continuer, j'ai une autre question. Bien sûr. Par rapport aux indices de Sobol pour avoir une mesure de l'impact des variables, je me posais la question, est-ce que ça ressemble un petit peu à l'ordre de classement que tu as peut-être obtenu en Random Forest? Est-ce qu'il y a une cohérence entre ce que tu as obtenu comme ordre d'importance des variables via ces indices et peut-être ce que tu aurais comme mesure d'impact des variables? Oui, alors effectivement, pour le Random Forest, on l'avait testé. Alors, on ne l'a peut-être pas persévéré parce qu'on a quand même testé beaucoup de modèles et ça demande beaucoup de temps parce que, en fait, il faut voir que chaque fois on fait tourner le modèle. S'il y a, sur une saison, il y a 50 matchs, on va faire tourner 50 fois le modèle, puis chaque fois on le fait tourner par échantillon. C'est très très lourd. Donc, pour les Random Forest, on a regardé, on a vu qu'on était rapidement parti en surapprentissage. Et alors, on aurait pu peut-être, en essayant de recalibrer, de s'acharner un petit peu à mieux faire marcher le Random Forest. Mais j'avoue que là, on n'a pas trop fouillé parce qu'on avait quand même fouillé pas mal d'autres techniques avant.
qui marchait pas trop mal. Et en termes de prédiction, le Random Forest n'avait pas très bien marché. Mais encore une fois, en persévérant et en essayant de l'améliorer et d'optimiser au maximum, on aurait peut-être pu arriver à quelque chose, mais c'est vrai qu'on n'a pas complètement développé cet aspect-là. D'accord. Et jamais 203 peut-être. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en perspective aussi d'utiliser des matrices de coûts non unitaires parce que peut-être à un moment, on se dira ça peut rapporter beaucoup de faire jouer ce joueur-là. Et donc, je vais peut-être prendre plus de risques. Alors, c'est peut-être pas très éthique ce que je dis là, mais est-ce que c'est une question qui s'est posée? Alors, effectivement, donc là, on est vraiment dans la théorie de la décision. Ça veut dire que notre algorithme devrait décider si oui ou non le joueur va jouer sur le match. Hein. Alors, on n'est pas à ce niveau-là, puisque ce n'est pas nous qui décidons, c'est vraiment un outil d'aide à la décision pour les préparateurs sportifs, éventuellement pour le coach, mais c'est un outil parmi d'autres. Voilà. Donc, effectivement, on pourrait s'amuser à transformer notre outil qui donne simplement un niveau de risque de blessure en outil de décision directement. Effectivement, à ce moment-là, il faut intégrer des fonctions de coût, comme tu dis. Hein. Donc, voir ce qu'on gagne quand le joueur se blesse, ce qu'on perd quand il se blesse et ce qu'on gagne quand il ne se blesse pas. Voilà. Mais ça, effectivement, ça peut être une perspective assez intéressante. Mais voilà, mais on n'en est pas là parce que je pense quand même que les variables qu'on a, ce n'est pas toutes les variables. Les gens, donc les préparateurs sportifs, les coachs qui sont vraiment au contact des joueurs, ils ont aussi une autre vision qui est au moins aussi importante, sinon plus que notre algorithme. Notre algorithme est intéressant parce que c'est vraiment une espèce de tableau de bord et d'indicateur. D'ailleurs, il y a des fois, il y a des discussions, c'est-à-dire qu'on a un joueur avec un risque élevé et les préparateurs sportifs ne comprennent pas pourquoi. Autrement dit, ils vont se retourner vers nous pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ont loupé quelque chose, etc. Donc, des fois, on discute. Ou parfois, il y a des fois, comme j'avais dit, il y a des fois, il y a des données qui nous manquent et donc on prédit un joueur avec une faible probabilité de se blesser alors qu'en fait, il va se blesser parce que les préparateurs sportifs avaient une information que nous, on n'avait pas. Et donc, du coup, ils l'ont intégré. Donc, c'est quand même, à la fin, c'est quand même eux qui décident. Et du coup, voilà, on n'est pas dans cet aspect théorie de la décision, effectivement, qui est aussi extrêmement intéressante. Peut-être que dans quelques années, on y sera, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Justement, Pierre, j'avais une question un peu dans ce goût-là. Donc là, si je comprends bien, les données que vous avez mobilisées sont celles que les staffs vous ont fournies. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, on est sur une dimension, je vais le dire comme ça, plutôt physique, en tout cas assez globale. Et tu as beaucoup mentionné le fait qu'il fallait avoir une approche adaptable à l'individu. Et est-ce que dans tes discussions avec les entraîneurs ou dans vos réflexions, vous aviez imaginé ou vous êtes projeté dans des variables qui auraient été utiles à avoir justement pour peut-être être plus performant dans l'estimation du risque, qui relèveraient d'autres… Alors, je sais que donc, les préparateurs sportifs donc, et IPA, donc IPA, c'est la société qui un petit peu centralise les données et puis nous les retransmet. Et donc, ils sont vraiment en contact avec les préparateurs sportifs. Ils ont déjà fait un article dessus, là, donc, sur ces variables-là. Donc, effectivement, ils travaillent sur améliorer les types de variables prédictives. On a un petit peu regardé, par exemple, donc, les variables qu'on a prises, c'est quand même des variables qui sont relativement connues dans la littérature. Mais là, par exemple, pour la charge, elle est basée sur les 21 derniers jours. On a essayé aussi d'aller jusqu'à 28. On voit quand même qu'il peut y avoir des différences de performance. Donc, ça peut être intéressant aussi de voir quel serait vraiment le bon critère de charge totale. Et par exemple, mettre des poids plus importants sur plus on est près du match et moins important, plus on est loin. Donc, il y aurait des choses à faire là-dessus, effectivement, pour améliorer les variables prédictives. Donc, moi, ma question relevait plutôt est-ce que voilà, des dimensions psychologiques ou d'ordre d'hygiène de vie qui pourraient avoir du sens. Mais par contre, je vais rebondir sur ta réponse. Est-ce que vous avez regardé un peu ce qui se fait par ailleurs ou est-ce que vous avez essayé de regarder d'autres indicateurs, par exemple, de rapport entre des charges proches du moment actuel et puis des charges un petit peu plus longues, voilà, qui sont très discutées aussi dans la littérature, hein, mais qui sont… Oui, effectivement. Alors pas exactement, mais enfin, on avait commencé à le regarder déjà pour l'indicateur de risque des récidives. Donc, on regarde un petit peu le journée validée, etc. Et sur les données GPS. Mais effectivement, on avait regardé un petit peu, je crois, ce rapport-là entre les 7 derniers jours et les 21 derniers jours, mais ça ne donnait pas des choses très, très intéressantes.
au moins pour notre modèle. Donc, voilà, Ok. on n'a pas… Mais Alors, effectivement, ouais, c'est des choses qui sont discutées actuellement, effectivement. Ouais, ouais. Ok. Et alors, dernière petite question, comme à un moment donné, les blessures sans contact, c'est une rupture d'un tissu. Est-ce que, soit dans les discussions que tu as pu avoir avec les collègues ou avec les staffs, est-ce qu'il y a des indicateurs vraiment intrinsèques à l'athlète qui seraient intéressants à intégrer dans ce modèle, plutôt que simplement la sortie globale mécanique du joueur? Est-ce que c'est… Alors, là, effectivement, je ne saurais pas trop répondre, ce n'est pas trop mon domaine. Je me suis vraiment basé C'est sur un la peu plus le modélisation. mien, c'est pour ça que je me suis permis cette… Non, mais encore une fois, c'est passionnant hein, de voir ce que l'IA est capable de faire. Et puis, moi, je suis vraiment impressionné parce que la densité de données qu'il faut mobiliser, stocker, analyser, c'est un défi en soi. Et de ce point de vue, bon, quand on travaille avec des sociétés dont c'est le travail, ça facilite les choses. Pour autant, c'est en soi un défi. Donc, c'était vraiment pas une remarque, c'était pour voir si vous étiez posé ces questions-là et si toi, tu pensais que ça pouvait vous permettre d'être plus performant dans votre objectif scientifique. Ou… Non, mais de toute façon, ouais, on est Est-ce que ce serait inutile? Ouais. Est-ce que ce serait inutile? Parce que ça aussi, ça m'intéresse. Si ça ne sert à rien et qu'avec des variables relativement simples, on accède à l'objectif, tant mieux. Alors, pour répondre, il faudrait essayer, en fait. Hein. C'est difficile de savoir avant. C'est vrai que là, on est quand même pas trop mal, mais il y a sûrement une marge de progression encore. Donc, effectivement, ça peut être des données importantes. Enfin, on avait quand même eu des discussions, au moins sur le ressenti des joueurs par rapport à leur effort. Effectivement, on sait qu'on a discuté de ça, et moi, mon problème, ma réticence, c'était un peu l'honnêteté, enfin, l'honnêteté entre guillemets de la réponse. C'est-à-dire que s'il y a un match super important et valorisant pour le joueur, il va peut-être se sentir super en forme, alors que si le match suivant, c'est peut-être un match qui est très loin et pas forcément hyper intéressant pour le joueur. Enfin, je ne sais pas, hein, mais c'est des suppositions. Il peut y avoir une espèce de biais, en fait, de récupérer cette information-là. Mais effectivement, c'est quand même des choses qui méritent d'être testées. Tout à fait. Merci.